Salut. C'est ma place, c'est ta place. Fabien, bonjour. Merci de m'avoir attendu, c'est très gentil. Fabien disait justement, est-ce que tu te sens pour démarrer ou est-ce que tu veux qu'il démarre? Enfin, il y a la présentation d'abord. Non, c'est bon, ça va aller. Voilà, je disais qu'Élise a la fibre de ministre. Et je disais que les ministres faisaient ça tout le temps, qu'ils étaient attendus, le staff les accompagne et ils se mettent à parler. Voilà, je me suis dit, Élise a peut-être fibre ministérielle. Bon, c'est bon. Bon, on te racontera tout après. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, on va pouvoir commencer cette conférence. Donc, après plusieurs mois derrière nos écrans, après plusieurs conférences en distanciel, donc nous sommes ravis d'être ici ce soir et d'accueillir au sein de l'école d'architecture de Nancy cette conférence à 3 voix. Donc celle-ci est la dernière d'une série de temps forts. Donc c'était les conférences et tables rondes qui étaient organisées dans le cadre du projet Profession Architecte qui avait débuté dans le courant du mois de février 2021. Donc la conférence de ce soir porte sur la mise en situation professionnelle de la formation à l'HMONP et s'appuie sur une grande enquête menée auprès d'une promotion entière d'architectes diplômés d'État de France, en France. À la suite de ce cycle de conférences, on vous attend tous les 24 et 25 novembre prochains dans ces mêmes locaux. Et également, ce sera retransmis en ligne. Donc, ce sera un colloque qui s'intitule « Métiers, professions ou filières entre permanence et instabilité des formes de la pratique architecturale. Comment penser les liens entre les acteurs d'un champ de l'architecture en recomposition ». Donc, ce colloque vise à interroger les pratiques des architectes, la pluralité et la diversité du champ, à travers leurs relations interprofessionnelles, pédagogiques et aussi intraprofessionnelles. Donc pour ce faire, on attendra 24 communicants au parcours et disciplines variées qui nous présenteront leurs réflexions. On aura 2 conférences, l'une de Laura Braun et une autre de Véronique Bio, ainsi qu'une table ronde qui viendront compléter ce riche programme. Le projet Profession Architecte, c'est le travail d'une équipe de 3 laboratoires et 3 institutions, qui sont le LAC, c'est le laboratoire d'architecture, laboratoire d'histoire de l'architecture contemporaine dans l'ENSA Nancy, la MUP, architecture morphologie urbaine projet de l'ENSA Strasbourg, le 2L2S, qui est le laboratoire lorrain de sciences sociales à l'Université de Lorraine. Donc le comité d'organisation de ce projet Profession Architecte, Cécile Friès, qui est ici, Mélanie Guenot, Myriana Grégorovic et moi-même, Mathilde Thirier, tient à remercier l'ensemble des partenaires de ce projet, le groupe, le LAC, la MUP, la métropole de Nancy et le 2L2S. Nous remercions également les conférenciers de ce soir d'avoir accepté notre invitation. Enfin, nous remercions les équipes de l'ENSA Nancy pour leur aide précieuse. Je laisse la parole à Mélanie Guenot, qui va vous présenter les conférenciers de ce soir. Merci Mathilde. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Élise Macaire, Mina Nordstrom et Fabien Rex. Alors, Élise Macaire, vous êtes maître de conférences en sciences humaines et sociales à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-La Villette. Vous êtes membre du laboratoire L'être la vue et co-responsable du RAMO, réseau activités et métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Vos travaux portent sur le renouvellement des pratiques dans le champ de l'architecture, la profession d'architecte, les métiers et la démocratisation de l'architecture. Mina Nordstrom, maître de conférences dans le champ ville et territoire à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-La Villette. Vous êtes également membre du L'être la vue et responsable de la formation à l'HMONP à l'ENSA Paris-La Villette. Vos recherches portent sur la profession d'architecte et leur formation et sur la modification des pratiques professionnelles dans le contexte des appels à projets dits innovants. Enfin, Fabien Rex, vous êtes maître de conférences associé en sociologie à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux et membre du laboratoire PAV, associé au centre Émile Durkheim.
Vos recherches portent sur la sociologie urbaine, la sociologie économique, l'entrepreneuriat et les méthodes visuelles. Vous êtes également co-rédacteur en chef de la Revue française des méthodes visuelles. Alors, juste un petit point pratique. À la suite de la conférence, nous prendrons bien sûr vos questions. Pour les personnes qui sont dans la salle, on passera avec le micro. Pour les personnes qui nous suivent via Teams, il y a deux possibilités. Soit l'outil main levée et on essaiera de vous donner la parole, soit vous pourrez écrire directement les questions dans le chat et nous nous chargerons, vous pouvez les écrire d'ailleurs pendant la conférence ou après, et nous nous chargerons de les lire pour vous. Voilà. Alors, nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne conférence et nous laissons la parole aux conférenciers. Je prends celui-là ou... Bon, mais je prends celui-là. Il marche. Alors, bonjour à tous et merci de nous accueillir dans ce cycle de conférences. C'est vrai que quand on avait vu passer l'appel à contribution, on n'avait pas répondu de manière très, très chagrinée. Moi, j'allais accoucher bientôt. Enfin, on était en plein boom de la recherche. On n'arrivait pas à... Enfin, voilà, c'était pas le moment et on avait beaucoup de regrets. On s'était dit, dommage, c'était le moment de présenter ce travail. Et du coup, l'invitation correspond pour nous à une envie de partager ce travail. Et voilà, on est vraiment ravis d'être avec vous ce soir et en présentiel en plus. Donc voilà. Alors, on vous présente une recherche qui a été menée pendant plusieurs années sur une promotion, sur toute une promotion d'ADE en formation à l'HMONP. Et on va vous présenter les résultats de cette recherche. Voilà, tout d'abord, on va vous donner quelques éléments c'est plus proche comme ça. Des éléments de méthodologie un peu de cette recherche pour comprendre comment on a procédé et les données qu'on a pu récolter. Et puis après, on va vous présenter des données de cadrage, des éléments clés de compréhension en fait de cette promotion qu'on a étudiée. Et puis, le cœur en fait de notre présentation, c'est vous présenter quels sont les usages, on l'a dit comme ça, quels sont les usages qu'ont les ADE de cette formation pour comprendre un petit peu le rapport qu'ils ont à cette formation et ce qu'ils en font. Hein. Donc, on a mis ça un peu au cœur de la recherche, la compréhension, le point de vue des ADE sur cette formation. Donc, on va vous présenter des éléments de ces usages et puis vous donner des éléments de compréhension, de professionnalité, de génération aussi, qui caractérisent cette promotion que nous avons étudiée. Alors, quelques éléments introductifs sur les objectifs de cette recherche. Alors, il s'agissait de faire un bilan de la formation. Ça veut dire que quand on a commencé à réfléchir à une recherche, on est arrivé, ça faisait plus de 10 ans que la formation avait été lancée et il y avait déjà pas mal de débats dans le milieu des enseignants, avec le ministère de la Culture, sur la nécessité de faire un bilan de ces 10 années. Alors, le temps de mettre en place une recherche, ça a mis un peu plus de temps. On a démarré, était presque 15 ans après le lancement de la formation. Mais voilà, le départ, c'était bien de faire un bilan dans la suite de travaux qui avaient déjà été réalisés. Alors, pas sur le point de vue des ADE, justement, mais plutôt du point de vue des structures d'accueil ou des membres du jury, par exemple. Hein. L'Ordre des architectes avait déjà réalisé quelques travaux auxquels Fabien a participé. Donc, on voulait produire des informations quantitatives, qualitatives sur une promotion d'ADE et en particulier sur la mise en situation professionnelle. On a plutôt regardé ce qui se passe dans les structures d'accueil, pas trop ce qui se passe dans les écoles. Pour nous, c'était un autre sujet. Et puis, l'objectif, c'était de caractériser des éléments de génération, hein, voir comment voilà, ces ADE présentent ces caractéristiques particulières par rapport à d'autres générations d'architectes et comprendre en fait comment ils envisagent eux-mêmes cette formation et ce qu'ils en font. Alors, ça nous a amené à nous poser un certain nombre de questions problématiques, notamment autour de ce que c'est que la professionnalisation dans le cadre de la formation des architectes.
En gros, l'arrivée de la HMONP voilà, introduit une nouvelle donne, une formation singulière qui visait justement une professionnalisation plus importante. Donc, vous voulez regarder cette affaire-là. Regardez le rôle des structures d'accueil dans la formation. Ça aussi, ça nous paraissait extrêmement important parce qu'il y avait une contribution importante de ces structures d'accueil. Et puis, regardez les attentes des ADE vis-à-vis de la formation et puis voir comment, en quelque sorte, ils l'évaluaient et comment ils la mobilisaient pour construire leur projet professionnel. Donc voilà, on avait des éléments concernant la situation de formation, avec l'analyse du processus de formation, c'est-à-dire du choix de l'entreprise jusqu'à la soutenance de l'habilitation, et puis voilà, les apprentissages effectués pendant la MSP, la mise en situation professionnelle, etc. Et puis d'autres données qui étaient plutôt du côté de la situation d'employés, donc dans les structures d'accueil, quels étaient les postes occupés par les ADE, quelles étaient les tâches, les missions qu'ils prenaient en charge, et voilà, des éléments correspondant à leur emploi. Alors, quelques éléments de la méthodologie. Donc, c'est une recherche financée par le ministère de la Culture et le Conseil national de l'Ordre des architectes. Et donc, ils ont souhaité qu'on monte un comité de pilotage pour accompagner le travail des chercheurs. Donc, on a voilà, un comité de pilotage avec aussi d'autres acteurs, des représentants, une personne qui représentait le collège des directeurs des ENSA, un représentant du CROAIF, enfin voilà, des personnes sont venues compléter en fait ce comité de pilotage. Et puis surtout, on a constitué un conseil scientifique inter-ENSA. Pour nous, c'était très important de monter une recherche inter-ENSA, c'est-à-dire que ce soit porté par plusieurs laboratoires et que ce soit des regards croisés sur différentes situations locales aussi qu'on puisse mobiliser. Donc voilà, on a enquêté sur la quasi-totalité des ENSA et ça correspond à 2279 inscrits l'année 2018-2019, l'année de la recherche. On a commencé par un séminaire de lancement qui justement a fait le point sur les travaux déjà réalisés et puis qui a initié un certain nombre d'ateliers de réflexion sur les éléments clés de la recherche et les méthodes qu'on allait déployer par la suite. Une des méthodes importantes, c'est la réalisation d'une enquête par questionnaire avec voilà, un certain nombre de questions, je les présenterai rapidement tout à l'heure. Voilà, on a eu 914 répondants, donc c'est beaucoup, c'est 40% de la promotion, ce qui nous a donné des chiffres extrêmement robustes. Voilà, on a pu aussi étudier des données grâce à Taiga et puis grâce à tout ça, on a pu esquisser une sorte de typologie dont Mina vous parlera, des ADE en formation et puis aussi des typologies de structures d'accueil. Voilà, ce travail a été complété à partir de cette typologie d'ADE par l'analyse de mémoire. Donc, on a fait une sélection de 300 mémoires pour les étudier au regard de cette typologie d'ADE et avoir des données un peu plus qualitatives sur leur trajectoire, leur compréhension de ce que c'est que la HMONP, etc. J'en dirai deux mots aussi. Et voilà, donc on a aussi analysé les titres des mémoires, des aspects plus quantitatifs, mais je passe, je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps, il ne faut pas hésiter, Fabien, à me dire si je prends trop de temps. Et enfin, pour clôturer la recherche, nous avons organisé des focus group. Alors, une dizaine de focus group avec des ADE, mais aussi les partenaires de la formation, donc des structures d'accueil, des directeurs d'études, et puis après avec les organisations professionnelles, notamment les CROA. Et puis pour finir, il y aura une restitution nationale de cette recherche en février, enfin voilà, début 2022. Alors, juste quelques données rapides sur l'enquête par questionnaire. Alors, on a regardé les parcours des ADE, la description de la MSP, comment voilà, la structure d'accueil, ses marchés, la nature de ses activités, etc. Et puis le statut d'employé de l'ADE dans la structure, donc avec les caractéristiques de son statut. Puis des éléments plus voilà, plus subjectifs en fait à travers le vécu qu'ont les ADE de la mise en situation professionnelle. Voilà. Alors on a fait un petit
un petit focus sur les ADE en validation d'acquis, qui, eux, ne font pas tous une mise en situation professionnelle. Donc, on a regardé un petit peu ce groupe-là aussi. Et enfin, on a enquêté leur vision du projet professionnel à partir de la formation. Et puis, on a fait un certain nombre d'études de corrélation sur ces données-là, et ça nous a permis notamment d'esquisser les profils. Alors peut-être pour donner quelques éléments sur l'analyse des mémoires, ça nous paraissait, en fait, voilà, la formation à l'HMONP est très intéressante pour ça, puisqu'elle produit ces documents qui sont les mémoires et qui sont très très intéressants sur voilà, comment la génération se raconte, se met en scène. Et pour nous, c'était important d'engager une analyse approfondie des mémoires. Seulement, on ne pouvait pas analyser tous les mémoires de cette promotion. On a réussi à en analyser 300, ce qui était déjà presque voilà, une performance. On a mobilisé plus d'une dizaine de chercheurs pour le faire. De toute façon, chaque phase, on était bien une dizaine de chercheurs à chaque fois, donc l'équipe était très très nombreuse. Et voilà, mais quand même, on a réussi à analyser plus de 1260 mémoires de manière quantitative, c'est-à-dire une analyse thématique du titre, une analyse du genre, par exemple, du tuteur, enfin des données qu'on ne pouvait pas voir par ailleurs, qu'on trouvait sur tous les mémoires, et donc on les a regardées à travers ces éléments-là. Et puis, voilà, on a regardé dans les mémoires des éléments sur la trajectoire de l'ADE. Vous savez, les gens, par exemple, mettent un CV, enfin voilà, racontent un peu leur trajectoire. Le récit qu'ils font de l'expérience de la mise en situation professionnelle ou leur vision de l'HMONP, la description de la structure d'accueil. Et alors, on a regardé attentivement aussi comment l'ADE se fait une représentation du cadre d'exercice de l'architecture et comment ça peut exprimer ce qu'on a appelé une professionnalité. On reviendra un petit peu là-dessus. Et puis enfin, regarder comment le projet professionnel était exprimé aussi dans le mémoire. Voilà. Alors tout ça, bien sûr, est biaisé puisque les mémoire est un exercice de style fait pour être soutenu devant un jury, etc. Donc on a pris en compte aussi ces éléments-là pour l'analyse. Voilà, mais ça a permis vraiment de compléter le travail d'enquête par questionnaire, par des éléments beaucoup plus qualitatifs. Et puis, enfin, on a fait des focus group régionaux. Alors, régionaux, c'est des grandes régions, parce qu'on ne pouvait pas organiser non plus des dizaines de focus group. Donc, on en a organisé une dizaine dans 4 grandes régions. Donc, voilà, vous êtes dans notre région Grand Est, là, qui a été rassemblée avec voilà, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. Et puis, voilà, le Grand Sud travaillait déjà un petit peu ensemble. Et voilà, donc on a rassemblé comme ça par école et par région, nous avons organisé 2 focus group. Alors, dans la méthode, on a d'abord fait des focus group seulement avec des ADE pour les entendre un petit peu, les entendre réagir sur les résultats de la recherche, voir comment ça faisait écho, vérifier des hypothèses, etc. Ces ADE, on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour être porte-parole, entre guillemets, des ADE pour participer à d'autres focus group où il y avait des structures d'accueil et des directeurs d'études. Et donc, par région, là, on a fait des focus group, ADE, structure d'accueil et directeur d'études. Et une fois qu'on a fait ces focus group-là, on a ouvert la discussion avec les organisations professionnelles. Voilà, donc un premier temps plutôt acteurs de la formation et après un deuxième temps avec les partenaires qui peuvent intervenir plus largement dans la formation, mais dans un deuxième cercle. Voilà. Alors, en 2 mots, le principe du focus group, c'était de capitaliser sur chacune des séances, en fait. Donc, on est allé par débat progressif, on va dire, sur la base des résultats de la recherche. Et une partie des débats ont porté sur des pistes d'amélioration. À savoir que dans l'enquête par questionnaire, on avait collecté un certain nombre d'informations sur comment on pouvait améliorer la formation. Et donc, c'est ce qu'on a mis aussi au débat. Et ça a été extrêmement riche. Et le fait d'avoir par région, ça permettait aussi d'avoir voilà, un panel assez large de représentation des possibles évolutions de la formation.
Donc voilà, ça a été un moment important dans le processus de recherche. Donc maintenant, je passe la parole à Fabien qui va présenter un certain nombre de données clés pour la recherche. Merci Elise. Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, effectivement, ce qu'on va faire, c'est après vous avoir présenté la méthodologie, c'est quelques données clés qui sont des données un peu, on va dire, un peu factuelles, qui relèvent des différents tri à plat et de ce qu'on a pu repérer, de ce que vous avez compris, qui est une enquête qui croise vraiment tout un tas de méthodologies quantitatives et qualitatives. Et puis ensuite, Mina viendra un peu plus précisément articuler ces réflexions autour d'une typologie centrée sur les APG. Bon, vous l'avez vu, le point de départ de l'enquête, c'est quand même une grosse enquête quantitative par questionnaire. Évidemment, il a fallu croiser ça avec, comme il se doit, les caractéristiques d'une population mère. Donc ça a été dit, c'est la promotion 2018-2019. On a regardé évidemment comment était constituée cette population mère. Ensuite, on a regardé nos répondants et de voir dans quelle mesure ils correspondaient, est-ce qu'il y avait des petites choses à pondérer. Là, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que par exemple à Nancy, on est sur les plus petites promotions. Alors, on se posait la question cet après-midi, on a participé avec Mina à une table ronde. Est-ce qu'au fond, ça peut être aussi un avantage d'être une petite promotion? Il y a des relations interpersonnelles qui peuvent se constituer. On regarde la Villette, présente mes deux collègues, là, pour le coup, c'est un nombre plus conséquent. Ensuite, bon, je passe assez rapidement parce que c'est simplement pour vous dire voilà, que notre panel au fond d'études était assez représentatif de cette population mère. Donc, un âge médian de 27 ans, 55% de femmes, 85% de nationalité française, avec donc parfois certains pays plus représentés que d'autres et aussi dans certaines ENSA qui ont les capacités de s'adapter là aussi à l'accueil de ce profil candidat un peu particulier. Et surtout, une première donnée qui est assez intéressante, qui est de voir que, contrairement peut-être à une idée reçue, alors plus ou moins reçue selon qu'on connaît bien ces affaires, mais c'est que, voilà, on a une répartition au fond dans un tiers, entre un tiers qui s'inscrivent l'année du diplôme, ce qu'on a appelé dans la foulée, ou ceux qui nous répondent dans l'idée qu'ils veulent voilà, s'inscrire tout de suite, et ensuite un tiers 1 à 2 ans après, et un tiers 3 ans et plus. Parfois, on a des sentiments selon l'organisme professionnel auquel on appartient, que voilà, il y a cet enchaînement qui se fait dans la foulée, cette fameuse 6e année qu'on vient enchaîner. Or, on voit bien que ça se répartit de manière un petit peu différente. Et c'était aussi cet élément qu'on souhaitait montrer avec donc un questionnaire où il y a toute une première partie qui porte vraiment sur cette notion de trajectoire. Elise l'a rappelé. C'est un élément très important de l'enquête, c'est de regarder ça comme un processus, comme un temps un peu long, et pas seulement commencer au moment où on s'inscrit dans l'HMO, c'est de voir comment ce projet professionnel, au fond, il s'inscrit dans une trajectoire plus longue qui commence dès la formation et un certain nombre d'expériences professionnelles, on verra tout à l'heure, qui peuvent relever d'activités associatives, qui participent de cette professionnalité, mais aussi de cette construction de ce projet professionnel. Je suis désolé, je vais enlever mon masque parce qu'à la fois, je n'y vois pas bien, j'ai l'impression que vous m'entendez moins bien. Donc en moyenne, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 3,4 stages, et qui équivaut à peu près à 9 mois cumulés. Dans ces stages, il y a évidemment des stages qui peuvent être obligatoires dans la formation, mais il y en a d'autres. Et aussi des activités professionnelles qui sont liées à des emplois là, qui sont en dehors des stages, donc 1,8 emplois, qui correspond là, à une période relativement conséquente de 24,8 mois d'expérience cumulée pour ces emplois. Quand on leur pose la question de comment, au fond, ils ont jugé ces expériences-là au regard de leur parcours et de leur projet professionnel qui donc, les pousse à s'inscrire dans cette habilitation, ils les jugent plutôt très positivement. Ils considèrent que ces parcours scolaires les ont aidés et de fait, on le voit, c'est des parcours scolaires qui sont riches. 22% ont fait une formation complémentaire à leurs études d'architecture. 7% ont suivi un bicursus, alors plus souvent ingénieur architecte, mais des bicursus qui montrent là aussi cette volonté d'avoir un parcours peut-être pluriel, et ensuite aussi une mobilité à l'étranger qui a participé à cette construction pour 50% d'entre eux.
Ces expériences antérieures, bon, voilà, vous voyez, elles sont jugées très majoritairement, voire massivement positives, que ce soit ces expériences professionnelles, ces stages, ou encore, je le disais tout à l'heure, certains expriment l'importance qu'ont eu certaines expériences associatives et bénévolat pour construire ce projet professionnel. Et donc, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de voir un peu comment se construit ce projet professionnel, cette professionnalité dont on a parlé des ADE, qui s'inscrit dans un contexte particulier où voilà, le métier est, vous pouvez tous en témoigner, est en mutation, et comment justement dans un métier en mutation, ces ADE se perçoivent dans cette trajectoire, dans cette projection, se perçoivent dans cette professionnalité et dont ils perçoivent les dynamiques et les enjeux professionnels. Donc, on le verra, c'est vraiment quelque chose qui est très progressif. Ça a été encore une fois redit ce matin lors de la table ronde. C'est quelque chose voilà, qui se constitue progressivement. Et c'est là aussi un des éléments marquants de cette enquête. Et on terminera en disant que même s'il faut le représenter, qui peut apparaître un peu caricatural, mais qui se pose un peu en tension entre deux postures professionnelles. Donc les éléments qui sont présentés par la suite, ils s'appuient évidemment sur des éléments statistiques du questionnaire, mais aussi, Élise l'a dit, sur une analyse des mémoires. Voilà, vraiment, on est rentré dedans, on a lu 300 mémoires d'entre eux qui étaient représentatifs des 1265 qu'on a récupérés. Et aussi une question ouverte qui a été particulièrement utile pour cette étude sur laquelle on a beaucoup travaillé. Qui était une des dernières questions. Alors, ils étaient peut-être un peu fatigués, pourtant, voilà, ils ont vraiment pris le temps de répondre, et souvent des textes assez longs. Là aussi, la manière dont les répondants ont répondu aux questions ouvertes montre que souvent, dans les questions ouvertes, quand on nous pose voilà, quand on va remplir des questionnaires, on les passe. Bah là, en fait, ils nous ont écrit des choses assez longues. Alors, nous, on était contents, mais c'est un matériau riche. Mais en tout cas, voilà, cette question, où vous voyez-vous dans 10 ans ? C'est vraiment une question qui était assez clé justement dans cette idée de pouvoir se projeter et d'avoir des éléments qui relèvent là de réponses un peu qualitatives dans un process au départ qui est quantitatif, qui est celui du questionnaire. Donc pour le résumé, je vais passer très vite, je ne vais pas vous détailler tout ça, c'est simplement cette mutation, elle se vit selon deux registres, on peut dire, soit le registre un peu de l'effondrement, la crise d'identité, de légitimité, l'idée de perte de rôle, ou alors, on pourrait dire plus positivement, comme voilà, une génération qui a des défis à relever, des défis qui s'incarnent dans des enjeux contemporains, bon, évidemment des enjeux d'ordre pour beaucoup liés à la transition écologique, à l'idée de travailler sur la question d'intervenir sur l'existant, donc la question de la réhabilitation, la question des territoires, on le verra là aussi, des inscriptions de projets qui sont très ancrés localement et très ancrés dans les questions de territoire, ou encore la question de la transition numérique. Aussi qui prennent en considération des choses qui, voilà, si ce n'est complètement nouvelle, voilà, on sent que ça travaille aussi ce métier d'architecte, l'idée des systèmes d'acteurs dans lesquels ils sont amenés à travailler et se positionner, systèmes d'acteurs complexes, avec différentes figures qu'on va pouvoir jouer, chef d'orchestre, homme à tout faire, cette idée-là aussi de trouver sa place dans ce système d'acteurs complexes. Et puis aussi des réflexions plus sur le métier, notamment la question managériale, la question entrepreneuriale, la question de l'organisation du travail, ou encore des difficultés peut-être plus structurelles ou extérieures d'accès à la commande. Donc on pourrait résumer ça, même si ça peut apparaître un peu schématique, dans l'idée d'être en tension entre deux positions, une position qu'on pourrait qualifier de traditionnelle et une autre qui serait une vision un peu plus élargie, peut-être plus contemporaine. Dans cette position traditionnelle, il y a l'idée de valoriser l'exercice artisanal, de plutôt s'orienter vers un modèle d'une structure de petite taille, de moins de 5 personnes. Donc, c'est des éléments qu'on ne vous présentera pas aujourd'hui, mais là aussi, on a travaillé sur toute une typologie en lien avec le type de structure d'accueil. La volonté de travailler sur toutes les dimensions, tous les programmes, toutes les phases des missions de la loi MOP, plutôt dans un climat dit familial, là aussi dans cette idée de petite structure, et en revendiquant le statut d'auteur. À celui-là, alors c'est pas tellement qu'il s'oppose, mais on trouve un autre modèle qui est un petit peu différent, cette idée de vision élargie, qui va être portée là aussi par pas mal de répondants à cette enquête, qui vont valoriser cette fois un modèle plus de la coopération, du collectif, l'idée vraiment de s'inscrire dans un travail collectif au sens propre du terme, alors pas uniquement sur le régime d'associés, ça en fait partie, mais aussi dans cette idée de monter des collectifs de travail
qui vont s'appuyer sur de la pluridisciplinarité, donc pluridisciplinarité en termes aussi de compétences, avec des profils parfois variés, et pourquoi pas un sociologue comme moi qui pourrait être inscrit dans cette dynamique, mais évidemment, ça peut être des paysagistes, des urbanistes ou encore d'autres types de compétences. Donc, la valorisation de cette pluridisciplinarité et cette capacité à vouloir endosser justement cette pluralité des rôles, à l'assumer. Et par ailleurs, il se trouve que c'est aussi souvent ceux qui sont les plus critiques sur la MSP. Donc, je le disais, un projet professionnel qui se dessine progressivement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est là où cette formation apparaît utile, c'est qu'ils ont le sentiment que cette habilitation, que ce soit la période de formation ou la période de MSP, a participé à préciser leur projet professionnel. Et à terme, alors même s'il y a des différences, je le dirais, ils ont tous cette volonté de s'engager dans la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Voilà, vous voyez, avec un taux de 95%. Alors, je disais à terme, en réalité, il y a ceux qui veulent s'engager tout de suite, ceux qui veulent s'engager à terme sans trop se prononcer, ceux qui parfois disent qu'ils ne savent pas trop, mais que quand même ils voudraient. Et après, dans de très rares cas, ceux qui disent qu'ils ne le font pas. Cette préparation à la maîtrise d'œuvre, elle est très majoritairement appréciée. Donc, il n'y a pas forcément une remise en cause du contenu de cette formation, dans sa capacité à faire cette préparation. Et je vous le disais tout à l'heure, souvent, très majoritairement, ils vont exprimer le souhait d'exercer en son nom propre, mais avec un statut d'associé. Donc, une espèce de rupture aussi avec cette idée, ce modèle en son nom propre qui renverrait à une dimension individuelle, mais plutôt en affirmant à nouveau ce statut collectif. Et ensuite, il y a aussi, et ça c'était très intéressant, parce qu'ils peuvent apparaître minoritaires statistiquement, mais voilà, ils sont dans des parts non négligeables. Cette idée, on disait, voilà, un profil un peu pluriel d'exercice du métier, des parcours aussi atypiques qui ne rentrent pas vraiment dans les cases, on pourrait dire comme ça. Certains, là encore, dans les structures d'accueil, nous ont fait la remarque, voilà, les quelques pourcents qui ne rentrent pas dans les profils un peu classiques des agences dans lesquelles on va faire sa MSP, mais qui se destinent aussi dans leur carrière à des parcours un peu atypiques au regard de la majorité, qui seraient s'orienter plutôt vers le salariat, vers les questions d'enseignement, de recherche ou encore d'autres types de parcours. On voit des récurrences, je le disais, dans ce type de projet professionnel. La question de la collaboration variée, voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qui est vraiment très fortement ressenti. Le régime collectif, d'exercice en collectif, la pluridisciplinarité, cette idée d'aller chercher au fond l'émulation, de croiser les regards et les compétences dans ce type de profil, la volonté d'avoir une meilleure maîtrise du processus du projet dès lors justement qu'on l'embrasse au fond dans sa totalité, avec aussi les dimensions, on le voit ici, économiques, financières, techniques. Et quelque chose qui est là aussi très fortement ressorti, c'est cet ancrage territorial, cette idée de passer son HMO, mais aussi dans la volonté de retourner au pays, alors au pays au sens propre du terme, mais parfois au pays, l'endroit d'où on vient. On pourrait parler de là d'une sorte d'effet un peu saumon, c'est-à-dire qu'on revient là où... et on a envie de développer voilà, son activité de là où on vient. Et aussi, quand on parle de cet ancrage territorial, des annonces affirmées d'un certain nombre de répondants. Ils disent, moi, je veux aller exercer plutôt en milieu rural, dans un contexte spécifique de montagne. Voilà, en affirmant là aussi cet ancrage local, territorial, qui fait partie du projet professionnel. Et on pourrait voir ici, au fond, deux choses qui s'opposent, même si là aussi, il ne faut pas être trop caricatural, mais une maîtrise d'œuvre qu'on pourrait qualifier de généraliste, qui correspondrait plus au modèle traditionnel dont on parlait tout à l'heure, et une autre qui est plus spécialisée aussi dans cette idée, ça on le ressent vraiment dans la lecture des mémoires, certains affirment ou même construisent au moment de l'HMO, on pourrait dire comme ça un goût pour un certain type d'activité ou certaines spécialités, la réhabilitation, travailler avec les particuliers, de nouvelles formes qui seraient incarnées par exemple par le type d'habitat participatif. Donc là aussi c'est écrit de manière avec force, notamment dans les mémoires. Et après, donc, exercer d'autres types d'activités qu'on a évoquées, qui sont aussi des cas qui pourraient paraître comme ça un peu extérieurs, mais qui sont des éléments importants. Et enfin, on termine par deux petites diapositives très rapidement sur la question du genre. C'est un élément important de l'enquête.
cette volonté d'aussi voir qu'est-ce qui se traduit par rapport à cette variable-là, de la question du genre. Donc c'est ce qu'on observe déjà à la base, c'est que dans les écoles d'architecture ou de manière générale sur cette profession d'architecte, il y a une féminisation, voilà, que vous connaissez tous, mais un peu plus de 58% des femmes environ sont en formation initiale. Pourtant, on voit, même si c'est des éléments qui sont pas, voilà, qui sont légers, mais quand même, elles se tournent légèrement moins vers l'habilitation que les hommes, elles se tournent légèrement moins vers l'inscription à l'ordre que les hommes, et du coup, ça nécessairement, ça pose question. Ce qu'on a pu observer là aussi dans cette analyse des mémoires, et notamment des titres et des noms des tuteurs et des tutrices, c'est qu'il y avait aussi un encadrement qui était genré, avec donc des ADE qui sont en grande partie, de manière générale, formés par des hommes. Voilà, les 3/4 des tuteurs en agence et des directeurs d'études sont des hommes. Donc ça crée une forme d'asymétrie de genre et d'âge dans la question de l'encadrement. Et du coup, ce qu'on observe aussi dans notre enquête, c'est que les femmes vont parfois avoir tendance à apprécier ou aller rechercher la collaboration avec d'autres femmes. Elles vont plutôt choisir plus fréquemment des tutrices. Et d'autant plus si elles vont être dans là aussi un projet professionnel qui se perçoit en rupture avec le monde traditionnel masculin des agences. Et donc, dernière diapositive avant de passer la parole à Mina. On observe aussi, c'est des centres d'intérêt et des stratégies de formation. On pourrait dire ça comme ça. Stratégie, c'est pas forcément un gros mot ici en l'occurrence, c'est plutôt voilà, des trajectoires, la manière dont on se construit, et avec on le voit, si ce n'est des oppositions, en tout cas des différences assez marquées entre hommes et femmes. Sur la formation, plutôt un attrait pour les filières artistiques du côté des femmes et plutôt technique pour les hommes. Voilà, on est quand même sur des formes là aussi encore de stéréotypes genrés. Alors, j'essaie de porter un masque ce soir qui essaye d'inverser les stéréotypes de genre, mais ça ne suffira évidemment pas. Sur le fait de faire la chémo juste après les études, plutôt les femmes, c'est plutôt dans la foulée, en exprimant le fait qu'elles le font plutôt en lien avec des impératifs familiaux, en tout cas en essayant de concilier des impératifs familiaux. Pour les hommes, c'est plutôt des projets professionnels généralement assez précis et aussi ils sont plus représentés dans la question des validations des acquis. Sur l'expérience professionnelle, donc 2,5 ans en moyenne contre 3,4 ans en moyenne pour les hommes. On le voit aussi des inégalités en termes de salaire, voilà, qu'on retrouve par ailleurs, mais qu'on retrouve aussi ici. Et enfin, donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais sur le projet professionnel, elles font plus de chantiers, elles ont des pratiques qu'elles considèrent voilà, comme engagées socialement, écologiquement. Cette volonté aussi de peut-être exercer un autre métier en parallèle de l'exercice de la maîtrise d'œuvre, rester salarié, et peut-être aussi cette volonté de venir compléter la formation. On avait une question comme ça à la fin du questionnaire, compléter la formation par certaines spécialisations. Voilà, je m'en tiens là et je passe la parole à Mina pour les typologies. Alors, on va pouvoir revenir sur des questions de genre peut-être vers la fin. Donc, je vais avoir peut-être la tendance on va dire, adoucir un peu. C'était peut-être un peu, on va dire, rapide comme analyse. En fait, malgré donc ces marqueurs générationnels qu'a détaillé Fabien. En fait, on a quand même vu dans la dernière phase de l'étude, qui regroupe en fait les données à la fois quantitatives et qualitatives, qu'en fait cette génération HMONP est loin d'être homogène. En tout cas, en fait, dans ce qu'on a considéré comme le point, on va dire, culminant pour nous, c'est-à-dire le moment HMONP, le moment en fait qu'ils choisissent pour s'inscrire dans la formation HMONP. Donc, en fait, à partir de ces données, on a donc construit une typologie des profils d'ADE, et cela, en fait, par rapport à leur trajectoire antérieure, par rapport à, en fait, ce qu'ils viennent chercher, en fait, en s'inscrivant dans la formation HMONP, et comment ensuite ils se projettent professionnellement au-delà de la formation. Et c'est là où j'arrive pas à changer le diapo. Donc, en fait, on va illustrer ce chapitre
par deux types de schémas. Donc, ce grand schéma, en fait, qui place donc, les différents profils d'ADE sur 4 temporalités, en fait, sur un axe de temporalité concernant, en fait, leur projet d'exercer comment dire, en leur nom propre, donc projet d'exercer la maîtrise d'œuvre en nom propre. Donc, les profils tout en haut, en fait, ce sont des profils qui on va dire, prévoit un exercice imminent, c'est-à-dire qui prévoit de s'inscrire, je ne sais pas si c'est bien visible, bon, c'est très dense, qui sont en fait, qui prévoient donc une inscription à l'ordre au lendemain en fait de la formation, et donc ceux qui sont plus bas en fait ce sont ceux qui en fait au moins à la sortie de la formation ne prévoient pas du tout de s'inscrire à l'ordre et exercer en leur nom propre. Dans l'autre sens, donc de gauche à droite, en fait, on voit dans ce schéma, en fait, cette tension dont on a parlé déjà Fabien et Élise sur les deux positions, c'est-à-dire vers la gauche, voilà, merci Élise, vers la gauche, en fait, l'exercice, le modèle plus traditionnel d'exercice que je vais plus détailler, et vers la droite, donc, un exercice, on va dire, un modèle plus ouvert. Donc, en fait, on a pu regrouper ces profils en 4 grands groupes, on va dire, vis-à-vis de cette temporalité d'exercice. Donc, en fait, là, le premier groupe, en fait, ce sont donc les ADE qui ont un exercice de la maîtrise d'œuvre déjà engagé ou imminent. Donc, ce sont les ADE, en fait, qui déclarent dans notre questionnaire qui veulent, en effet, exercer tout de suite. Et donc, c'est bizarre, mais je n'arrive pas à le changer. Et donc, en fait, dans ce groupe, en fait, il y a beaucoup de profils différents. Un groupe, donc c'est un groupe assez hétérogène, parce que souvent, en fait, on imagine que c'est un peu l'usage assez canonique de la formation, c'est-à-dire, en fait, on s'inscrit, on est habilité, on s'inscrit à l'ordre, et ensuite, on se met à exercer. On serait en quelque sorte, en fait, on ferait dans l'ordre des choses. Or, en fait, l'enquête révèle que ce groupe, justement, qui prévoit une inscription très rapide à l'ordre, en fait, ce sont souvent des personnes qui sont déjà, en fait, en situation d'exercice de maîtrise d'œuvre, mais évidemment, en fait, dans des situations qui ne nécessitent pas d'inscription à l'ordre. Donc, souvent, en fait, il s'agit des associés minoritaires de sociétés d'architecture, des personnes avec une micro-entreprise, des personnes en fait qui sont parties après leur diplôme d'état d'architecte à faire des apparts, etc. Et en fait, ces personnes-là ont donc un long parcours. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer le schéma. En fait, le deuxième type de schéma que vous avez là, en fait, ce sont des visions un peu schématiques des études de cas, donc des trajectoires des personnes qu'on avait analysées plus en détail. Et en fait, vous avez toujours en orange le moment HMONP, et puis, on va dire, vous voyez aussi le DEA, c'est-à-dire le moment de passer leur diplôme d'état d'architecte. Donc, en effet, là, il s'agit des personnes avec des parcours antérieurs longs. Et en fait, ces personnes, ils viennent surtout, ils s'inscrivent à la formation, ils viennent surtout chercher l'habilitation, puisque cette habilitation, en fait, est en quelque sorte nécessaire pour régulariser leur activité qui est déjà en cours, mais aussi ça leur permet de s'outiller, en fait, pour une création ou développement de leur entreprise, et aussi, en effet, de peut-être réfléchir sur son positionnement. Ensuite, il y a un autre type de groupe d'ADE en fait dans ce premier groupe, enfin un sous-groupe dans le premier groupe, qui sont en fait des ADE avec des parcours, on va dire, moins linéaires que ces personnes-là. C'est qu'en fait, souvent, il y a des personnes avec un long parcours antérieur en formation professionnelle continue qui viennent finalement d'obtenir leur diplôme d'état d'architecte et qui s'inscrivent directement à la HMO. Toujours est-il qu'en fait, c'est vraiment un aboutissement d'un très long, on va dire, parcours déjà pour accéder en fait à ce droit d'exercer. Ces personnes, en fait, viennent également chercher l'habilitation. Leur projet professionnel est souvent, en fait, de continuer en pluriactivité, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre ne serait qu'en fait un des éléments dans leur projet, on va dire, entrepreneurial, déjà largement en cours.
Et puis, en fait, dans ce même, on va dire, dans ce même cas, peuvent se retrouver aussi certains ADE de nationalité étrangère qui viennent, en fait, des pays dont la France ne reconnaît pas le diplôme d'architecte. Et donc, du coup, eux aussi arrivent à une habilitation après avoir déjà fait un long parcours pour faire reconnaître, en fait, leurs compétences pour exercer en France. Une des éléments d'illustration que je ne vais pas lire, que vous allez voir aussi, c'est qu'en effet, on a aussi pris le choix de mettre quelques citations de ces personnes sur ces slides. Ensuite, on a le deuxième groupe. Donc, le deuxième groupe, dans le temporalité, en fait, c'est des personnes qui s'inscrivent à la formation HMONP avec un projet d'exercice à moyen terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus des personnes qui se projettent un exercice dès le lendemain de la formation, mais en fait des gens qui du coup veulent être prêts en fait à exercer au moment où en fait on va dire au moment de la concrétisation de leur première commande. Donc, dans ce groupe, Élise, si tu veux bien changer parce que j'essaie plus, voilà. Dans ce groupe, en fait, sont très présents les ADE qu'on a appelés les salariés en transition. Les salariés en transition ou en situation de pluriactivité, en fait, ce sont des personnes qui ont déjà une assez longue expérience, mais en fait, qui, en parallèle de leur, on va dire, statut de salarié, ont un projet professionnel personnel en cours. Donc, soit ils participent à des concours avec des amis, ils font des appartements, ils appartiennent à un collectif, etc. Et en fait, ils viennent à la formation HMONP pour prévoir, en fait, la possibilité de basculer cette activité vers cette activité en nom propre. Excusez-moi, je mets les lunettes parce que je vois rien. Et donc, dans ces cas, souvent, en effet, les agences, leur structure d'accueil ou l'agence où ils sont souvent, en fait, employés depuis longtemps, ils peuvent aussi assurer une forme de parrainage, en réalité, via de la co-traitance ou sous-traitance, pour, en quelque sorte, permettre à l'ADE un démarrage progressif de l'activité en nom propre. Deuxième groupe, en fait, je ne sais pas, je crois que c'est sur le même slide. C'est des ADE, en fait, un groupe qui nous intéresse beaucoup, un groupe qu'on a appelé en fait des ADE multiples ou dans une stratégie de diversification. En fait, il s'agit justement de ces ADE qui ont 20% d'ADE ont une formation complémentaire par rapport aux études d'architecture, hein, donc soit des bicursus, soit des diplômes en paysage, urbanisme, etc. Et en fait, ces personnes, donc avec un parcours assez long, ils ont des projections professionnelles qui se basent en fait sur leurs multiples compétences. Et en fait, ces personnes, donc c'est un peu le bémol, on va dire, de ce groupe. En fait, c'est des personnes qui quelquefois en fait ne retrouvent pas ce qu'ils ont venu chercher en HMONP parce qu'en fait, ils ont l'impression que ce soit en fait pendant les cours, dans le suivi ou surtout pour le jury, ils doivent en fait présenter une vision différente d'elles-mêmes et n'arrivent pas en fait à forcément, on va dire, ou en tout cas ils ont peur que le jury réagisse mal à leur multiple, on va dire, ou leur multipositionnalité. Voilà. Élise, le suivant. Et en fait, on a un autre groupe aussi sous-groupe dans cette catégorie qu'on a appelé les Européens mobiles. En fait, en réalité, ils peuvent être français ou d'autres nationalités européennes. Ce sont des personnes qui, en fait, ont souvent fait leur MSP dans un autre pays que le leur, qui ont un trajectoire qui est constitué d'expériences professionnelles ou pédagogiques à l'international. Et en fait, se projettent finalement dans un exercice basé en fait sur leur réseau constitué, leurs compétences linguistiques, leur connaissance de fonctionnement de plusieurs pays européens. Et en fait, ils s'inscrivent donc à l'HMONP pour explorer la faisabilité de ce projet. Vite, si je suis trop long, j'essaie d'aller vite, mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on pourrait rester beaucoup plus longtemps. Donc là, ça va
assez vite. Alors ensuite, donc il y a 4 catégories. Donc ça, c'est la troisième temporalité. En fait, ce sont les ADE qui, quand ils s'inscrivent à la formation à l'HMO-UNP, pour eux, le projet de s'installer en nom propre est assez lointain. C'est-à-dire, en fait, quand ils répondent au questionnaire, que oui, ils veulent exercer la maîtrise d'œuvre en nom propre, mais en fait, les temporalités sont encore, on va dire, à long terme, voire encore, on va dire, ils ne savent pas encore, ils n'ont pas de projet concret. Un groupe important dans ce groupe sont ce qu'on a appelé les ADE salariés stables. Donc, ces salariés stables, en fait, sont déjà, en fait, sont diplômés d'État depuis longtemps. Ils sont souvent en CDI dans une agence. Souvent, en fait, c'est à la demande de l'agence qu'ils s'inscrivent à l'habilitation, puisqu'en fait, ça s'inscrit aussi dans une stratégie, on va dire, RH de l'agence, qui pousse, en fait, les salariés vers une montée en compétences. Ces personnes-là, en fait, donc, du coup, ça leur permet de monter en compétences, de porter le titre en tant qu'architecte salarié. Et quelquefois, en fait, en réalité, ces personnes préféreraient rester salariées et avoir peut-être un poste plus important, directeur d'agence, voire associé minoritaire, etc. Mais en fait, leur projet, même en s'inscrivant dans la HMO, n'est pas forcément exercé un jour en nom propre. Puis, un deuxième sous-groupe, en fait, ce sont des ADE qu'on a appelés des ADE en posture étudiante, qui, en fait, font le choix de s'inscrire dans la formation directement après leur diplôme d'état d'architecte. Et la MSP est pour eux, ou je devrais dire peut-être pour elles, parce qu'en effet, c'est vrai que c'est un groupe assez féminin, une première expérience de travail. Donc, on pourrait dire en effet qu'ils s'inscrivent trop tôt. En réalité, ce sont des personnes, en fait, qui estiment qu'avant de rentrer dans la vie active, dans la vie professionnelle, ils veulent mieux comprendre le contexte d'exercice. Et donc, en fait, plus qu'une habilitation pour exercer tout de suite, ils viennent chercher, en fait, des compétences qu'ils estiment nécessaires pour démarrer cette vie d'architecte. Et donc, souvent, les projets professionnels de ces personnes sont structurés en plusieurs étapes, comprenant en fait d'autres passages en salariat avant d'envisager éventuellement un exercice en nom propre. Puis, dernière catégorie temporelle, on va dire, dernière catégorie qui est donc assez marginale en réalité, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de moins de 5% des ADE, sont en fait les ADE qui s'inscrivent à la formation sans vouloir forcément exercer la maîtrise d'œuvre en nom propre. Donc, c'est évidemment une catégorie avec des profils atypiques dont les objectifs diffèrent de la majorité. Donc, premier groupe très marginal, mais qui existe néanmoins, sont en fait les ADE qui envisagent une carrière de fonctionnaire. Le fait d'être habilité est obligatoire pour certains concours, notamment le concours AUE. Et donc, ces personnes, très clairement, viennent, on va dire, cocher cette case obligatoire pour pouvoir poursuivre par la suite leur carrière éventuelle dans la fonction publique. On a un groupe intéressant qu'on a appelé les alternatifs. Il n'y en a pas beaucoup qui s'inscrivent à la HMO et on imagine en fait que ce groupe comporte aussi des personnes qui ne s'inscrivent pas justement dans la formation. Ce sont en fait des personnes qui affirment donc une posture engagée ou citoyenne et en fait ils sont encore en train de chercher des manières alternatives peut-être d'exercer. Et ils viennent en fait à la HMO pour mûrir leur projet professionnel, mais même à la fin de la formation, même après l'habilitation, ils ne s'inscrivent pas tous à
à l'ordre, ils ne sont pas tous sûrs de vouloir exercer de cette manière-là. Et ce sont souvent donc des personnes très critiques vis-à-vis en fait de leur expérience aussi en mise en situation professionnelle. Puis un dernier groupe, c'est le groupe en fait à qui la formation, pour qui la formation a été une mauvaise expérience. Donc en fait, c'est peut-être un groupe qui était peut-être peu décidé avant de s'inscrire. Je pense que c'est pas un groupe au moment de l'inscription, c'est plutôt un groupe à la sortie de la formation. Les personnes en fait qui sont déçues de ce qui s'est passé, qui ont en fait n'ont pas eu accès en fait à un bon suivi ni à l'agence ni comment dire à l'école, et en fait qui sortent désabusés de cette formation sans savoir si en fait ils ont un avenir dans le cadre de la profession. Donc là, on voit encore mis ensemble justement ce MoMA HMONP, et on voit en effet comment les parcours de l'ADE façonnent leur projection professionnelle. Et encore le slide de conclusion qui en fait veut dire deux choses, c'est-à-dire que déjà on voit que la trajectoire antérieure et les raisons d'inscription à la HMONP influencent l'usage que font les ADE de la formation, mais aussi le vécu de la formation qui vient influencer la projection professionnelle. Donc en fait, quand il y a une mise en situation professionnelle valorisante qui positionne à la fois l'ADE comme observateur légitime et acteur avec des missions et responsabilités qui correspondent aux enjeux de la formation, ça permet en fait aux ADE une projection professionnelle relativement optimiste. Par contre, comme je viens de dire, ceux qui ont mal vécu la formation peuvent en effet être complètement incertains quant à leur volonté d'exercer un jour un emploi. Voilà le long le monologue. Je repasse la parole à Élise. Alors, pour une petite conclusion en 2 mots, pour revenir un petit peu sur cette question d'une génération, on a essayé d'en comprendre un petit peu les caractéristiques, et surtout, ce qui nous a marqué, c'est qu'elle était elle-même, qu'elle exprimait elle-même ses spécificités. Alors, on l'a vu, hein, Fabien l'a dit, un rapport au contexte social, aux crises qui marque l'actualité, qui rend un peu aigu le rapport au monde, et qui fait qu'il se positionne par rapport à ces différentes crises, avec l'idée d'un engagement par rapport à ça, en tout cas la nécessité de se positionner. Une critique de l'économie néolibérale, d'un monde où les acteurs privés prennent de plus en plus de place dans la fabrication de la ville. Donc voilà, ils décrivent les mutations de la profession qui sont liées à ce contexte-là, et ils recherchent les moyens d'inventer une pratique qui permet de renouveler les modalités d'intervention et de trouver une position qui serait juste pour l'architecte. Il se démarque, d'ailleurs, être architecte des PLG dans le vocabulaire de ces ADE marque l'appartenance à une génération ancienne, voire dépassée, et il se démarque d'une manière identitaire de cette génération antérieure, qui est marquée par la grande commande publique, le star system, le génie créateur, etc. Bon, il se distingue de ce système-là de reconnaissance de professionnels. Il revendique beaucoup l'écoute, le rapport à l'usage, aux clients, le rapport au destinataire des projets est assez souvent signalé comme une préoccupation importante. Alors, on l'a vu, je le redis, mais très rapidement, vraiment une grande sensibilité pour les dimensions collaboratives dans le travail, une sensibilité pour la pluriactivité, les slashers, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs aussi cordes à leur arc et qui vont mobiliser tout ça pour travailler.
Le désir aussi de resserrer les rangs, c'est-à-dire, OK, la formation à l'HMONP, on est ensemble pour préparer le devenir de la profession. C'est-à-dire qu'il y a comme ça la conscience d'appartenir à un groupe professionnel et d'avoir à un moment donné participer à l'avenir de ce groupe professionnel. Ce qui fait débat entre ADE et HMONP d'ailleurs, parce que les ADE ne peuvent pas s'inscrire à l'ordre. Donc l'HMONP étant aussi le moment où se cristallise la possibilité de pouvoir participer au débat qui anime le groupe professionnel des architectes. On pourra en discuter, mais être ADE est problématique. Et puis, on l'a vu, voilà, une sensibilité pour l'ancrage territorial. Voilà, donc voilà, en quelques mots, exercer ensemble, exercer dans un territoire, dans une structure à taille humaine. On a vu que les petites structures étaient assez plébiscitées, avec un certain nombre d'engagements. Et l'idée de s'épanouir dans le travail, c'est aussi revenu très, très souvent dans l'enquête par questionnaire. Bien. Merci de votre écoute. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment extrêmement intéressante. Alors, il y a déjà 2 questions qui ont été posées sur le chat. On va commencer par celle-là. Et dans le même temps, je vais pouvoir activer, on va pouvoir vous entendre directement. Donc, si vous souhaitez prendre la parole en ligne, levez votre main et vous pourrez aussi poser directement votre question. On va vous entendre d'ici 30 secondes, le temps qu'on allume tout. Voilà. Une première question. Une première question de Laura Braun, qui d'abord vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et qui dit qu'il a peut-être manqué l'information sur l'ensemble des diplômés, combien s'engagent en HMO et savez-vous combien cette part évolue dans le temps? Question. Et la deuxième de Génastan Anko-Killer, qui est dans la continuité, qui demande quelle part des HMO s'inscrivent à l'ordre. Donc la question, c'est le nombre de... la part qui font l'HMONP des ADE, hein, ouais. C'est ça. Et la deuxième, sur les HMO, combien s'inscrivent ensuite? Alors, grosso modo, c'est les 3/5e, je crois, qui font l'habilitation. Ce qui correspond à peu près, quand on compare aux DPSG qui s'inscrivent à l'ordre, c'était à peu près les mêmes proportions. Les 3/5e s'inscrivaient à l'ordre. On reste finalement, les ADE qui ne font pas l'habilitation, grosso modo, correspondent à ceux qui ne s'inscrivaient pas à l'ordre, peut-être avant dans l'ancien système. Bon, ça, c'est des hypothèses, hein, mais on est sur voilà, à peu près les 3/5e. Et sur les personnes habilitées qui s'inscrivent à l'ordre, on est presque autour de 100%. Alors, on a des gros débats avec l'ordre des architectes sur la manière de fabriquer les chiffres. Il se trouve que l'ordre des architectes, quand il regarde comment les habilités vont s'inscrire à l'ordre, il regarde dans les 3-4 ans après l'habilitation. Or, on a vu que parfois, ils vont mettre peut-être 10 ans, en fait, avant de s'inscrire. Mais ils vont s'inscrire un jour. Et quand on compare, en fait, le nombre de nouveaux inscrits et le nombre d'habilités, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Donc, on peut en déduire qu'on a à peu près la même quantité d'habilités que de nouveaux inscrits. Voilà. Donc, mais avec un décalage parfois d'une dizaine d'années, voire plus. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question factuelle pour commencer, notamment sur les mémoires que vous avez pu analyser. Si je ne me trompe pas, 300 mémoires sur 1500 ou 1600. Je voulais savoir quelle était la répartition de ces mémoires sur les ENSA. Ouais. Parce que quand on voit que, par exemple, le bas de votre courbe, les 30 étudiants qui ont répondu à Nancy, grosso modo, c'est les 90% de la promo, 640. Et les 250 étudiants de la Villette, voilà, donc comment vous avez choisi, comment vous avez échantillonné les mémoires, puisqu'on voit que vous les citez, est-ce qu'il y a des trucs de la même école? Non. C'est plutôt Fabien, en fait, parce qu'on a fait ça ensemble. C'était très compliqué. Alors,
Effectivement, sur l'échantillonnage des mémoires, je disais 300 qui étaient représentatifs des 1256, dont eux-mêmes on ne sait pas vraiment s'ils sont représentatifs de l'ensemble, mais on avait utilisé quelques variables clés pour construire cet échantillon. Donc notamment, il y avait c'est une première variable clé qui était, je le disais tout à l'heure, sur ceux qui répondent, la manière dont ils se projettent, donc ceux qui s'inscrivent sur à terme, ceux qui disent oui tout de suite, à terme, ne se prononcent pas et non. Et on a cherché à faire en sorte que sur ces 300, ils soient représentatifs en termes de proportion de ça. Et ensuite, on a fait, mais ça a été aussi un peu artisanal, parce que c'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment le faire comme on ferait un autre échantillon, mais essayer de faire en sorte qu'on soit sur une représentation géographique qui soit à peu près équilibrée, si ce n'est représentative. C'est qu'on a, là aussi, on a pu faire en sorte que certaines écoles qui n'étaient pas représentées dans le tirage aléatoire qui avait pu être fait sur les différentes variables qu'on avait retenues, mais on les a réintégrées. Donc ça a été un peu compliqué, un peu long, mais en tout cas, à la fin, on avait quelque chose qui était assez bien stabilisé parce qu'on avait quand même un échantillon de départ qui était assez conséquent. Donc on a réussi quand même à faire quelque chose d'assez équilibré. De mémoire, si ça commence à dater un peu, je ne pourrais pas vous redire quelles étaient les variables, mais je pourrais vous les retrouver là, c'est sur mon ordinateur. Mais donc, on les a construites comme ça, et on a fait en sorte que géographiquement, voilà, soit représenté pour plein de raisons. C'est à la fois parce qu'on sait qu'il y a des spécificités un peu locales. Là aussi, on en a parlé ce matin dans la manière dont on va utiliser, quels critères on va utiliser pour valider les structures d'accueil qui vont pouvoir accueillir. Et après aussi parce qu'il y avait cette ambition que voilà, on a fait participer toutes les écoles, les différents laboratoires. Et voilà, ça aurait été dommage que dans certains échantillons, on ne retrouve pas. Oui, je voulais. Oui, en fait, cette répartition géographique entre les écoles était tout le temps très importante pour nous, en effet. Et donc, du coup, même les écoles qui étaient peut-être faiblement représentées, on a un peu, on va dire, forcé leur, le quantité qu'on a inclus dans les échantillons. Donc, ils avaient proportionnellement peut-être plus de mémoire. Toujours est-il que ce que Élise a dit dans la partie méthodologique, c'est qu'en fait, l'ensemble des mémoires qu'on avait pu récolter ont aussi fait l'objet d'analyse, c'est-à-dire une analyse thématisée. L'analyse, en fait, sur le genre de l'ADE, de sa structure, enfin, son tuteur, etc. Donc, en fait, un certain nombre de données ont été collectées sur l'ensemble des mémoires. T'as retrouvé? Oui. Donc en fait, la variable clé qu'on a utilisée, c'est donc celle dont je l'ai exprimée, la réponse à la question envie d'exercer la maîtrise d'œuvre en nom propre, donc selon les modalités que j'ai évoquées. Donc en essayant d'avoir la même structuration que dans le questionnaire sur les 914 répondants. Et ensuite, on a pondéré avec différentes sous-variables. Donc le fait d'avoir au moins 10% de validation d'acquis. Une représentation là aussi équilibrée au niveau de la nationalité, ceux qui étaient inscrits l'année de leur DEA, et après le fait d'avoir fait des formations complémentaires, envie d'abandonner, proportion homme-femme et une répartition par école, le plus équilibré possible, même si là il n'était pas représentatif de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe les inscriptions en HMO, si c'est des dossiers à présenter ou si c'est juste l'entretien oral, s'il y a des refus, etc. Oui. Alors, en fait, les inscriptions à HMO, toutes les écoles ont en fait des modalités différentes. D'accord. Donc, pour les modalités d'inscription à Nantes, il faut peut-être s'adresser à Aurélie. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai dit ça ce matin à Fabien et j'étais sûre que j'allais le refaire. Excusez-moi, à Nancy, à demander à Aurélie Husson. Maintenant, en fait, dans la plupart des écoles, l'accès à la formation HMONP est garanti aux personnes diplômées de l'école même. Donc, il me semble, mais peut-être, Aurélie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur Nancy.
Oh. Oui. Bonjour. Donc, la question concerne si j'ai bien compris, la manière dont vous postulez. Donc, ça se fait par dossier, c'est pas un oral. On ne vous reçoit pas pour échanger, ça se fait par un dossier. Vous avez un dossier avec tout un tas de pièces qui sont demandées. Je parle pour commencer la chimie. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas compris la question. Non, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc, oui, j'avais bien compris la question. Donc, je continue. Donc, voilà, il faut déposer un dossier avec tout un tas de pièces administratives d'une part, et puis voilà, un mail de motivation qui présente votre projet professionnel et les raisons pour lesquelles vous souhaitez réaliser cela. Et puis, il faut aussi une structure d'accueil. C'est un peu ce qui a été décrit aujourd'hui pour qui vous accueille pour la mise en situation professionnelle. Donc voilà, on croit que tous ces points sont exposés. Ils sont une commission actuellement au sein de l'école qui étudie les dossiers et qui valide les demandes des candidats. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez l'ensemble des éléments qui sont très bien détaillés sur le site internet de l'école d'architecture de Nancy, mais dans les autres écoles aussi, je pense. Vous pouvez déjà regarder ce qu'il en est. C'est déjà très bien détaillé sur les sites internet. On a également deux questions sur le chat d'Olivier Chadouin. Avez-vous pu observer un effet de la variable genre dans les choix et appréciations de la HMO ou la construction de la typologie? Et la deuxième question, finalement, en interrogeant les HMO, on sait des choses sur les raisons de faire la HMO, mais pas sur les raisons de ne pas la faire. Qui va répondre à Olivier Chadouin? Alors, sur la variable genre, je n'ai pas très bien compris. C'est dans le choix de faire l'HMO-NP Ou dans la typologie? Je répète, ouais. Avez-vous pu observer un effet de la variable genre dans les choix et appréciations de la HMO ou la construction de la typologie? Et la deuxième question, finalement, en interrogeant les HMO, on sait des choses sur les raisons de faire la HMO, mais pas sur les raisons de ne pas la faire. Oui. Alors sur la variable genre, peut-être Mina, tu as des éléments aussi, parce que ça dépend des profils que Mina a présentés. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, on part d'une population où 58% sont des femmes. Donc, en effet, en réalité, les femmes sont plus nombreuses pratiquement dans chaque groupe. Après, en effet, comparé en fait à cette, on va dire, cette représentativité, il y a des groupes qui sont du coup où il y a une surreprésentation de femmes. Donc, en effet, on avait déjà évoqué les groupes où il y a une surreprésentation de femmes sont en effet, par exemple, les ADE qui s'inscrivent dans la formation directement, en fait, après leur diplôme d'état d'architecte, qui sont un peu dans une posture d'étudiante pour terminer, en fait, dans la foulée leurs études. Après, en fait, il y a dans les salariés, dans les on va dire les personnes qui ont un projet à moyen terme, là on est plutôt assez équilibré en réalité. Et en fait, il y a une surreprésentation d'hommes en fait dans les profils à validation d'acquis et après en fait comment dire qui ont déjà en fait une pratique en cours avant de venir s'inscrire à la HMO. Voilà. Donc ça c'est un peu les éléments qu'on a. Après, Élise, est-ce qu'on sait quelque chose de ceux qui ne s'inscrivent pas? En fait, en réalité... Juste sur le genre, pour dire que, en fait, ça corrobore des études de genre, en fait, sur la manière dont les femmes cumulent les diplômes pour se valoriser sur le marché du travail. En fait, c'est ce que ça raconte pour elles. C'est important d'avoir l'HMO-NP dans la perspective d'avoir une qualification supplémentaire et de valoriser des compétences. Voilà. C'était pas non plus. Sur la deuxième question, je viens juste répondre rapidement, dire que c'est une excellente remarque.
Et que, effectivement, après avoir fait 1000 questionnaires, 300 mémoires analysées, plus les focus group, on aurait pu aussi s'intéresser à ceux qui ne font pas l'HMO. Mais voilà, c'est une autre étude. Mais effectivement, en miroir, ça peut être tout à fait intéressant de voir quelles sont les motivations de ceux. Donc, là, c'est peut-être la suite. Mais là, on a déjà pas mal de matériaux. Donc, on verra ça pour plus tard. Oui, en fait, compléter quand même, on a quand même une des questions, c'était ceux qui ne se sont pas inscrits tout de suite, pourquoi ils ne l'ont pas fait. Donc, en fait, là, c'est quand même une population qui dit pourquoi pas le HMO. Donc, en effet, je n'ai pas les chiffres là sous les yeux, mais en fait, une des raisons, c'était que tout simplement, ils n'avaient pas trouvé de mise en situation professionnelle. Donc, ça, c'est une raison, en fait, qui empêche de s'inscrire et qui repousse en fait cette inscription plus loin. Un groupe de réponses disait en fait qu'ils préféraient en fait sciemment, et ça en fait on voit aussi dans des questions ouvertes, d'attendre en fait pour accumuler une expérience plus importante avant de s'inscrire pour en réalité peut-être comment dire, être mieux adapté à la formation, d'en tirer peut-être plus d'enseignements. Il y a des personnes qui disaient qu'ils ne voulaient pas s'inscrire avant d'avoir un projet professionnel précis. Donc, ils ne voyaient pas d'intérêt de s'inscrire avant d'être obligés. Groupe certainement masculin. Voilà. Et en fait, et voilà, je crois que c'était des raisons qui apparaissaient dans cette question. Donc, c'est peut-être quelques raisons en fait qui font en tout cas retarder l'inscription à la HMO. Maintenant, ceux qui n'ont aucune intention de s'y inscrire, ça par contre, on les a pas. Bonsoir. J'ai passé mon habilitation en 2019. Il se trouve que je fais partie de votre panel. Merci. J'ai participé au focus group qui avait été organisé le 24 octobre 2020. Ouais. Je ne vais pas donner mon numéro d'anima, même si moi, je le connais, le numéro. Moi, je sais le 393. Vous avez parlé de la question ouverte, où voyez-vous dans 10 ans? Est-ce qu'il y a une intention dans 8 ans de reconduire cette étude avec le même panel pour poser la question et voir? Oui. D'accord. Oui. Oui, en fait, dans l'absolu, on aurait très, très, très envie, en fait, de faire ce retour sur cette génération et de voir, en effet, comment ces projections professionnelles se sont réalisées et peut-être quelles on va dire, distorsions sont arrivées dans leur chemin ou est-ce qu'en fait, tout le monde on va dire, fait ce qu'il visait de faire. Une petite remarque, j'en profite pour vous remercier d'avoir participé à tout ça, mais aussi simplement dire que vous ne l'avez pas dit gentiment, mais le questionnaire était long. À la fois le fait d'avoir participé à ça, d'avoir participé au focus group, je pense que c'est aussi un indicateur, voilà, c'est des effets méthodologiques, mais c'est un indicateur sur le fait qu'on a une génération qui avait envie de s'exprimer, qui avait besoin, qui avait des choses à dire. Et le fait que vous vous êtes emparé de tous ces dispositifs d'enquête, et que vous soyez encore là ce soir, bon, voilà, il me semble que c'est aussi révélateur de quelque chose. Je me suis un peu pris la soufflée, ça faisait partie de ma remarque générale. J'ai trouvé globalement l'effet loop sur une seule année, je me gêne un petit peu. On parle déjà presque 10 ans après plus de 10 ans après les premiers. Et aussi, ça a fait sortir dans beaucoup de conclusions d'études, du coup, la naïveté qu'on a quand on sort de HMO. J'en parle volontiers parce que moi-même, j'ai été la première génération de HMO. Je suis intervenu en HMO, j'ai eu des gens qui ont fait HMO chez moi. Et je sais pertinemment qu'il faut au moins 5 ans pour se laisser aller un peu et prendre le recul. Il y a beaucoup de positions caricaturales qui vont s'émousser et qui, à mon sens, seraient plus pertinentes pour vraiment avoir un recul. Et ça demande un nouveau phénomène. Oui. Voilà. Donc, effectivement, peut-être dans 4 ans, ce serait bien. Si la HMO existe encore. Bon, effectivement, méthodologiquement, ce qu'on appelle des études de cohorte, en fait, et on sent bien que là, il y a... On n'entend pas bien, je crois.
il y a cette envie-là aussi de pouvoir regarder ça sur un temps un peu plus long et justement sur cet effet de cohorte. Je pense que ce que vous dites est tout à fait révélateur. On a eu aussi des témoignages ce matin de gens qui étaient les premiers HMO et qui disent après, avec le recul, qu'ils ont un peu essuyé les plâtres. Donc voilà, il y a ce côté aussi à avoir du recul, à la fois par rapport à ce qu'était l'HMO il y a un certain nombre d'années, et puis après le digérer, comme vous dites, qu'on puisse regarder ça avec le recul. Donc voilà, les études de cohorte permettent ça. Bon, là, on sort juste. Mais ça peut être quelque chose effectivement tout à fait envisageable, même souhaitable dans le cadre d'une enquête de cette ampleur. Oui. J'ai une question qui est un tout petit peu ça, mais pour avoir mettre pas mal investi là-dedans dans la mise en place d'un schéma ici. Mais j'ai quelque chose qui m'a toujours un peu perturbé, voire choqué, c'est la disparité justement entre les écoles dans les dispositifs. On parlait de la façon de rentrer, de s'inscrire, les modalités d'entrée. Après, il y a des grandes disparités dans les modalités pédagogiques, puisqu'ici, c'est des semaines intensives, et dans beaucoup d'écoles, c'est sur l'année. Il y a aussi, visiblement, il y a toujours des disparités d'effectifs. Alors, j'ai vu qu'à Nancy, c'est toujours le petit effectif des écoles. C'est intéressant. Même si cette équipe grandit visiblement année après année. Et donc ma question c'était est-ce que les personnes que vous avez interrogées sont conscientes de ces disparités-là? Est-ce que ça les recommence les études? Et vous, est-ce que vous avez vu quelque chose de différent dans vos études par rapport à ces choses disparates? Alors comment dire, nous, on n'a pas voulu faire de cette étude qui était donc partagée par toutes les ENSA, on n'a pas voulu en faire une espèce d'évaluation des formations offertes par les ENSA. Donc en fait, on a volontiers cadré en dehors de notre enquête. On va dire le contenu des cours, le rythme des cours, enfin, etc. Ce qui était important pour nous, en fait, c'était de considérer justement toute toute la promotion et plutôt, en fait, dans leur rapport entre la mise en situation professionnelle et les ENSA en général, c'est-à-dire justement de questionner, en fait, cette forme d'alternance où, en fait, les deux dispositifs se complétaient, venaient se nourrir et on ne voulait pas, en effet, commencer à questionner, on va dire, les différentes modalités pédagogiques. Maintenant, ce qui ressort quand même, puisque donc Élise a dit, l'étude s'est terminée en fait par un dernier chapitre sur les pistes d'amélioration. Pistes d'amélioration souhaitées donc dans un premier temps par les ADE, puisqu'en fait un volet du questionnaire était là-dessus. Qu'est-ce que vous voudriez modifier, quelles seraient les améliorations? Et puis ensuite les améliorations proposées en fait dans les focus group, regroupant donc les différents acteurs de la formation, donc écoles, agences et des partenaires de la formation type donc les organismes professionnels. Et en effet, cette question de disparité ressort ressort dans ce chapitre-là, où en fait, notamment les ADE souhaiteraient en effet qu'il y ait en fait des éléments où en fait toutes les écoles s'engageraient de faire de la même manière. Ce sont des choses qui ont remonté, on va dire, au niveau du ministère. Et donc, le ministère organise et on y participe, un séminaire de restitution, y compris avec le CNOA, en fait, en février, en invitant toutes les écoles, des organismes professionnels, l'ordre, etc. Et le but, ça serait de discuter, enfin, il y a un après-midi au moins de prévu sur quelles seraient en fait les bonnes pratiques à partager, tout en sachant qu'il est assez communément admise, donc là je sors un peu de la recherche, que en fait les rythmes différents, c'est-à-dire que ce soit
4 semaines intensives ou en alternance, etc. Le choix, en fait, de ce rythme est relativement bien vu par les ADE, puisque du coup, ils peuvent choisir, en fait, le rythme qui correspond à leur situation professionnelle, tout simplement, ou même personnelle ou familiale. Je ne sais pas si c'est un complément. Un petit complément, ce qui est ressorti aussi de l'enquête, c'est que les ADE apprécient cette diversité à condition que les règles du jeu soient claires. Et souvent, ils reprochaient au fait que dans la formation, justement, les disparités entre les écoles ne soient pas clairement affichées, qu'ils ne puissent pas choisir en conscience, enfin voilà, que peut-être ils auraient pu aller vers une école qui correspondait mieux à leur profil. Enfin voilà, il y a une demande d'éclairage, de clarification sur l'offre pédagogique en fait des enseignants. Est-ce que, d'abord un petit commentaire, est-ce qu'on ne serait pas finalement avec la HTMO-NP comme on était avec le cursus certifié au moment de 68? C'est-à-dire condamné quelque part à trouver petit à petit, à construire petit à petit une base normative, voilà, cycle normatif. J'avais une question à poser, ou peut-être une interrogation, notamment sur le profil que vous appelez vision élargie. Est-ce que cette vision élargie ne pourrait pas être corrélée à l'âge et au début de la carrière de l'ADE, sous-entendu, vous voyez peut-être un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire la différenciation est une forme de stratégie professionnelle et d'accès à la commande. C'est-à-dire, on a tous en tête les générations, c'est pas juste celle-là, quelques dizaines d'années avant, la UA, ça a donné poche d'étoffe. Je dis qu'aujourd'hui, poche d'étoffe, c'est quand même un peu plus classique. Et si on monte encore avant, la carrière des anciens et des modernes, à la fin du XVIIe, voilà. Donc, quelque part, est-ce que vous avez senti dans cette posture, dans ces commentaires sur la relation à la profession, quelque chose qui, tout à fait légitimement, fait partie d'une stratégie d'accès à la commande qui reste quand même le nerf de la guerre. Des demandes de réponse, vraiment, ça va être. Celui-là, je ne sais plus quel les bons. Je ne sais pas non plus. J'ai pas vraiment d'éléments de réponse à donner sur l'aspect vraiment stratégique au sens propre du terme, peut-être qu'ils le sont ou qu'ils ne l'expriment pas dans les dispositifs qu'on a mis en place. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fait un effet contextuel, conjoncturel, générationnel, qui font qu'ils portent un peu des discussions qui sont dans l'air du temps. C'est aussi partie des débats qu'on a eu ce matin là, avec les structures d'accueil en disant que, sans vous montrer du doigt, mais c'est ce que vous disiez ce matin, ce côté aussi dans les relations dans la profession, entre ceux qui sont déjà installés et ceux qui souhaitent s'installer. Ça permet aussi un dialogue aussi avec des visions un peu alternatives du métier, une manière voilà, de transmettre de nouvelles envies, de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Et que c'est aussi ça qui est intéressant dans la HMD, ça permet ce dialogue-là. Et évidemment, quelque chose qui est d'ordre générationnel, alors sans les opposer nécessairement, je disais tout à l'heure, voilà, les PLG contre les HMO, les boomers contre les autres, mais voilà, on sent bien que là aussi, il y a des dimensions générationnelles. La notion de génération en sciences humaines et sociales, elle est difficile à mobiliser, elle a plein de limites. En même temps, voilà, c'était plutôt là pour rentrer cette idée qu'on est sur quelque chose un contexte, une conjoncture, et qu'on va assumer en étudiant cette promotion-là. Oui, après, je voulais rajouter là-dessus, c'est qu'en fait, dans le travail sur la typologie, en fait, il y a une certaine corrélation à l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui avaient un parcours déjà long derrière eux, qui étaient dans une pratique engagée, la pratique où ils étaient engagés était une pratique assez traditionnelle. C'est-à-dire que ceux qui viennent, donc qui étaient dans le groupe dont on va dire l'exercice était imminent, bah, ils étaient souvent en fait engagés seuls et pas dans un, on va dire, un collectif ou autre, et étaient plutôt en effet côté pratique très très classique.
Après, en effet, ceux qui avaient des visions des plus élargies, c'était justement les multidiplômés ou les personnes en fait qui avaient beaucoup voyagé, qui avaient du coup justement ces idées très, on va dire, qui sortaient. Donc après, stratégie d'accès à la commande, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait, on va dire, cet aspect-là. Et en fait, curieusement, les jeunes qui sortaient de diplôme, qui s'inscrivaient à la HMO tout de suite, dans leur mémoire, on voyait une vision très très classique en fait de l'exercice, parce qu'on voyait que c'était un peu une reproduction d'un modèle qu'ils avaient vu dans l'agence où ils étaient en MSP, et c'était pas encore complètement, on va dire, réfléchi. Donc du coup, il y avait un peu une espèce de courbe comme ça. Voilà, pour répondre à votre question. Alors, j'en profite, s'il n'y a pas de questions là-dessus, pour vous poser une question. Je me demandais si vous avez pu rencontrer des études, on va dire, un peu similaires dans d'autres pays, même si évidemment les formations sont après spécifiques, et qui auraient pu permettre d'avoir des éclairages. Voilà, je me demandais si ça existait, je ne sais pas. Ou aussi d'autres études qui sont peut-être menées par rapport à d'autres professions qui servent, donc différer évidemment un type de pratique, mais qui pourraient peut-être aussi éclairer soit des effets de génération, ou éclairer aussi la question d'enjeux qui sont complètement extérieurs à la profession. Je pense par exemple aux questions environnementales, et puis d'autres encore, voilà, qui pourraient peut-être aussi éclairer ça. Est-ce que ça, vous avez pu peut-être le rencontrer ou pas dans vos recherches? Voilà. Je réponds. Non, malheureusement, on n'a pas. Alors, on avait dans notre conseil scientifique Pascal Roquet, qui est un spécialiste de la sociologie des formations, etc., qui nous a accompagnés pendant toute la recherche pour justement nous aiguiller sur justement des indicateurs de ce genre-là. Mais voilà, c'est vrai qu'on voulait ajouter des éléments en introduction sur les différents pays européens, par exemple, et les systèmes de formation en Europe, pour positionner un peu la HMONP dans un paysage plus général. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'il y a débat, en fait, sur la formation, les qualités de la formation, etc., par rapport à d'autres pays. Et voilà, malheureusement, on n'a pas pu intégrer cette partie de l'étude-là, mais voilà, ça reste à faire. Oui, c'est-à-dire que personnellement, en fait, la découverte de ce profil, en fait, qu'on a appelé les Européens mobiles, nous donne aussi très envie, en fait, d'élargir ces questions sur justement la détabilité en Europe, exercer en Europe et construire son parcours d'architecte à l'échelle européenne. Donc, ça serait la recherche suivante. Dans l'encouragement de cette question, c'est vrai que le paysage européen est absolument important, connu. On a d'ailleurs des annonces qui sont bourgeoises de notre ici, peut-être d'autres pays. On sait bien que nos ADE sont aussi des architectes nomades. Donc la question est vraiment ouverte. Et derrière cette question-là, c'est aussi une question énormément stratégique, parce que en fait, la situation en HMONP est un espace d'expérimentation, d'observation, et aussi de prospective. On est en train, dans cet espace-là, de partager des expériences. C'est le seul moment où 40 architectes ou 250 architectes vont se croiser au même moment pour échanger leur vision de l'avenir, aussi la vision du présent. Donc on a vraiment un mouvement extrêmement précieux pour une profession. Donc votre observation et les conclusions que vous en tirez, pour nous, sont aussi très précieuses. D'autant que pour les entreprises qui sont vraiment les investisseurs de cette formation, vous voyez, ce n'est pas seulement des donateurs, mais aussi des gens qui partent sur l'avenir des jeunes avec la transmission. Et quelque part, c'est aussi la survie dans le métier que l'on perçoit comme une activité très difficile. Donc, en fait, là, on a dans vos observations et conclusions des paramètres très intéressants pour commencer à imaginer un peu l'avenir. On a des indices, des indicateurs, et des intuitions qui sont exprimées très clairement par les ADE. Donc, on a là
quasiment une cartographie du paysage professionnel de demain. Alors, ma question porte sur, en fait, je viens de poser la question sur l'observation européenne. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du positionnement des architectes et de leur formation aujourd'hui à l'échelle européenne et internationale? Et puis ensuite, quelle est en fait, est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que vous avez pour les modules de formation aujourd'hui en cours certaines idées sur peut-être l'appui des avieux les plus prospectifs, les plus audacieux, qui peut-être aussi les plus critiques vis-à-vis des métiers et de son modèle? Et ce que je pense qu'on peut observer ces en 10 ans, le débat critique au sein des comptes rendus et des réunions en fin de cursus sont beaucoup plus ouverts. On est moins fixé sur l'observation du modèle professionnel tel que l'ordre le défend, il a bien raison de le faire. On a une ouverture aussi de l'ordre de l'architecte sur l'avenir du métier. Donc, les mutations que vous avez évoquées, voilà, qu'est-ce qu'il en est des modules de formation qui pèsent ces enjeux? Pour lancer peut-être, juste pour dire qu'effectivement, dans le séminaire de restitution, il va y avoir vraiment des débats là-dessus. C'est-à-dire que l'idée du séminaire de restitution, c'est de bien sûr présenter les résultats de la recherche, mais surtout de mettre tout le monde autour de la table sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça et quelle transformation on peut imaginer pour la formation, en sachant que pour l'instant, on réfléchit sur plusieurs types de temporalité, des choses qui peuvent être mises en place demain, par exemple sur les relations entre les écoles et le monde professionnel. Enfin, il y a des choses qui sont assez faciles peut-être à mettre en place. D'autres éléments voilà, qui nécessitent peut-être aux écoles de réfléchir ensemble. Justement, on imagine peut-être une charte d'objectifs, des choses comme ça pour échanger sur c'est quoi les objectifs de la formation. Enfin voilà, peut-être des éléments plus comme ça. Et puis alors encore d'autres éléments encore à plus long terme sur une réforme carrément, notamment l'ordre réfléchit à la possibilité que pourraient avoir les ADE de s'inscrire à l'ordre. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'HMONP si on change les modalités d'inscription? Donc, ça change aussi les cartes. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette formation? Comment elle rebondit par rapport à un positionnement? Enfin, voilà, ça ouvre plein de débats, en fait. Donc, le séminaire ouvrira tout ça. Et si on peut se permettre, en fait, vous avez posé la question, avons-nous des recommandations si on ose, en fait, en formuler une, justement pour moi, en fait, en tout cas, personnellement, comme ça, j'engage personne d'autre, c'est que ce que montrent, en fait, ces résultats, c'est que ce qui est apprécié dans cette formation, dans sa forme actuelle, qui est certainement évoluée depuis 15 ans, c'est justement, en fait, peut-être cette... on va dire souplesse vis-à-vis en fait de l'usage qu'on veut en faire et cette on va dire cette comment dire acceptation peut-être de trajectoires différentes et peut-être en fait ma recommandation serait de prendre ça en compte de plus en plus et comment en fait accompagner par la formation cette diversité en fait de projections professionnelles et comment en fait accompagner cette génération en fait dans la construction de leur professionnalité au lieu d'essayer en fait de les contraindre à la nôtre en réalité et ce qu'était en fait notre peut-être vision quand nous on a commencé à exercer et de dire en fait on essaie de les pousser en avant et comment et vers quoi. Donc pour moi ça serait la grande recommandation de ça. Et d'ailleurs, pardon, si je veux bien encore rajouter, on parlait aussi de l'unification, on va dire de comment les écoles en fait, comment on pourrait en fait tout faire pareil. En réalité, il y a un deuxième volet, c'est comment en fait chaque école pourrait aussi peut-être, comment dire, proposer une coloration différente à leur HMONP, de plutôt en fait montrer des HMO engagés peut-être dans leur territoire d'exercice, engagés peut-être en fait dans, on va dire, dans leur manière d'enseigner, peut-être en cohérence aussi avec les prises de position en licence master et comment la HMO en fait s'articule avec ça. Donc pour moi en fait il est important peut-être d'avoir quelques règles de jeu, on va dire pour qu'on soit au même niveau, mais qui n'empêche pas en fait peut-être une affirmation d'une identité marquée par la formation des écoles. Mais du coup ça c'est ma vision.
Alors, on va prendre une ultime question. Je voulais justement faire un contre-point par rapport à ça, parce que sur cette étude, on parle beaucoup de la position des étudiants, on parle de la position de la profession, de la position des écoles, mais en fait, on oublie qu'on a des commanditaires et il ne faut pas aller dans le mur, parce qu'il faut répondre à une demande. On a une forme de service public et il faut quand même, enfin voilà, je pense que c'est vraiment un truc qu'il n'y a pas oublié. Et sinon, on va faire des étudiants qui ont fait de très bonnes études, qui sont très compétentes, mais ils vont se faire Pour répondre en fait au séminaire de restitution, le ministère de la Culture voudrait qu'on ait autour de la table aussi des maîtres d'ouvrage, enfin voilà, d'autres acteurs qui s'intéressent à la formation des architectes et qui auraient aussi un mot à dire probablement là-dessus. Bien. Je vois qu'il est temps malheureusement de nous quitter ce soir. Donc encore mille merci à la fois pour la conférence et pour les échanges qui ont suivi. Vraiment merci beaucoup à vous. Et pour tout le monde, eh bien, rendez-vous donc, le 24 et le 25 novembre pour le colloque dans lequel nous explorerons voilà, d'autres encore questions qui se posent aujourd'hui à la commission. Merci beaucoup et bonne soirée.